Bonjour à tous, il est 8h10 dans la matinale RCF. Alors que le mouvement des Gilets jaunes ne semble pas faiblir, malgré les violences du week-end, alors que personne n'a encore trouvé comment éteindre l'incendie, alors que la rencontre entre les Gilets jaunes et le Premier ministre n'aura pas lieu, notre grand invité est un spécialiste des médias et de la communication politique. Arnaud Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, vous enseignez les sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous présidez le site d'information The Conversation France. Vous avez publié hier sur ce même site un long papier intitulé « Gilets jaunes contre Emmanuel Macron aux racines de l'incommunication ». Alors avec vous, on va voir bien sûr comment on se parle ou plutôt comment on ne se parle pas et surtout comment on ne se comprend pas entre le mouvement dit des Gilets jaunes et le président de la République. Mais d'abord, je voudrais que vous partagez avec nos auditeurs votre regard sur ce qui se passe en ce moment en France. Comment est-ce que vous qualifiez le moment que nous sommes en train de vivre ? Il est, je crois, clairement dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui manifestent et qui se mobilisent, pré-insurrectionnels, parce que on voit que tout est parti d'un mouvement de revendication très ponctuel et extrêmement précis, qui était le refus de taxes concernant le diesel, perçu comme injuste et perçu en plus comme un piège, parce que on avait incité pendant des années les Français à prendre des voitures diesel puisque c'était moins cher. On a des Français qui ont été obligés d'une certaine façon d'aller vivre en périphérie des villes parce qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir payer les loyers des grandes villes, etc. Et tout ça, c'était très ponctuel, c'était très précis. Et puis maintenant, le diable est sorti de sa boîte. Et de fait, les revendications vont dans tous les sens. Donc pré-insurrectionnel, les mots sont forts quand même. Ben oui, parce qu'on a constaté dans plusieurs villes de France et à Paris que nous n'avions pas seulement affaire à des casseurs professionnels, nous n'avions pas seulement affaire à des personnes qui étaient des pillards, j'allais dire opportunistes, qui profitaient d'un mouvement pour venir commettre des exactions. On a bien vu qu'un certain nombre de gilets jaunes sont en phase de radicalisation et commencent à trouver des bonnes raisons de passer à l'acte violent dans un contexte effectivement qui du coup devient dans l'esprit de certains visiblement pré-insurrectionnel. Cette violence telle que vous venez de la décrire, elle est vraiment inédite en France ? Alors, il y a toujours eu, évidemment, des tensions sociales qui amenaient parfois des gens à se livrer à des actes assez violents. Mais là, le témoignage, par exemple, des policiers, des CRS pris sur place, est un témoignage qui nous amène à considérer que, visiblement, il y a quelque chose de l'ordre de l'inédit ou quelque chose comme ça, puisque même eux disent qu'ils n'avaient jamais été confrontés à une telle, comme ils le disaient, haine des flics. C'est le terme même des policiers. Alors, pour vous, Arnaud Mercier, qui sont vraiment les Gilets jaunes ? Est-ce qu'il y a un portrait type aujourd'hui ? On a un petit peu du mal à... Effectivement, d'abord, il est encore un petit peu tôt pour bénéficier d'enquêtes sociologiques de collègues qui, je n'en doute pas, sont déjà sur place en train de commencer à faire des entretiens, des questionnaires pour essayer de mieux cerner la population. Il y a quand même certaines caractéristiques sur lesquelles on peut être on peut dire des choses déjà. D'abord qu'il y a, du point de vue du spectre politique, un large spectre, puisque vous pourrez aussi bien avoir des gens qui se sentent proches du Front National que de la France Insoumise, ou de gens qui ne se sentent proches d'aucun parti. On sait aussi, visiblement, d'après les témoignages recueillis déjà, que beaucoup de gens font partie de cette large cohorte des Français qui sont des abstentionnistes chroniques parce qu'ils ne croient plus du tout dans les corps intermédiaires que sont les partis politiques et dans la capacité à agir des forces politiques. Donc du coup, ce sont des gens qui se sentent exclus du jeu politique parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sentent pas pris en compte par les élites, et ça a commencé bien avant le gouvernement la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc on a aussi beaucoup de gens qui sont, disons, pour faire simple, ce qu'on pourrait appeler la petite classe moyenne, celle qui est en crise, et qui font partie notamment de tous ceux qu'on peut appeler les perdants de la mondialisation, parce que la classe moyenne est en train de s'effriter par le bas en France, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est vrai aux États-Unis, c'est elle qui a voté Trump par exemple. Donc on assiste à un mouvement social très très profond de gens qui ont l'impression de perdre non seulement de leur pouvoir d'achat, mais de leur capacité à vivre bien,
ou pire encore, qui ont peur de basculer justement dans une vraie précarité. D'où l'extrême colère de ces gens. Arnaud Mercier, on a beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux dans l'irruption de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais vous qui travaillez sur les médias, est-ce que les médias traditionnels ont eu un rôle particulier aussi dans cette affaire ? À chaque fois qu'il y a un mouvement un peu exceptionnel, on est toujours là à penser que les médias ont eu un rôle. Quand on voit les critiques qui sont formulées à l'égard, par exemple, des chaînes d'information continue, c'est très drôle puisqu'on voit que les Gilets jaunes considèrent que ils ferment la soupe au gouvernement parce qu'ils mettraient beaucoup en scène les violences. Et puis, du côté des soutiens d'Emmanuel Macron, on considère que les chaînes se comportent comme des chaînes populistes parce que elles donnent trop la parole aux Gilets jaunes. Donc, on voit bien que chacun juge le traitement médiatique insatisfait. Je crois qu'on ne peut pas dire que les médias ont fait le mouvement. C'est même exactement le contraire, en ce sens que une partie des Gilets jaunes ont la haine, disons-le, des médias généralistes, des grandes chaînes d'information, parce que précisément ils ont considéré que eux aussi, elles aussi, les chaînes, rendaient invisible cette part de la population française qui souffre, qui ne vit pas bien, avait le sentiment même parfois que ces chaînes parisiennes les méprisaient, ou, vous voyez, ce genre de choses. Donc je crois qu'il y a vraiment un mouvement très très profond d'exaspération et de sentiment de ne pas être reconnu et de ne pas être rendu visible dans ses souffrances et dans ses difficultés. Donc je pense que les réseaux sociaux ont été utilisés par justement ces gilets jaunes comme un contre-espace public. Ils n'ont pas accès à l'espace public médiatique, ils ne sont pas visibles dans les grands médias généralistes, d'où le fait qu'ils se soient emparés de Facebook et de tout ce que ça permet de coordonner pour se parler entre eux et avoir l'impression d'avoir à chaque fois en face d'eux des interlocuteurs qui, eux au moins, comprenaient ce qu'on souffre. Arnaud Mercier, le Matignon vient de confirmer, la rencontre entre les Gilets jaunes et le Premier ministre n'aura pas lieu aujourd'hui en tout cas. Est-ce que ça vous étonne ? Non, parce que il n'y a pas de culture de la négociation et de culture de la mobilisation dans ce mouvement qui est très spontané, qui est contre les corps intermédiaires que sont les syndicats et les partis, et qui a donc beaucoup de mal actuellement à se structurer. Et parmi les éléments de structuration, il y a évidemment le moment décisif et toujours un peu critique dans ce genre de mouvement très horizontal, très égalitariste, qui serait de désigner des porte-paroles, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va être trahi par les porte-paroles. Donc du coup, on voit bien, ils le disent, on subit des pressions, voire des menaces de mort, qui prouvent que certains sont très radicaux, contre ceux qui se sont autoproclamés ou qui ont été désignés, mais dans un petit cénacle, comme étant des représentants potentiels. Donc je ne suis pas surpris du fait qu'ils soient dans l'incapacité d'aller se rendre à une négociation. Arnaud Mercier, dans un article publié hier sur le site The Conversation, vous expliquez que pour comprendre l'impossible communication entre les Gilets jaunes et le président, il faut revenir à l'origine du quinquennat et à l'élection du président de la République. Et pour vous, ce n'était surtout pas un vote d'adhésion, cette élection. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de paradoxe qu'on pouvait voir aisément, mais que certains n'ont pas voulu voir, et à commencer par Emmanuel Macron et l'ensemble de ses soutiens, c'est que il n'a pas remporté l'élection autour d'une adhésion à son programme social libéral. Il ne l'a pas remporté sur ce programme à deux titres. D'abord parce qu'il faut rappeler que Emmanuel Macron n'a pas été si bien élu que ça quand on regarde le taux d'abstention, quand on regarde le nombre de blancs et nuls, etc. Donc on voit bien qu'il y avait une fragilité au départ, même si ça paraissait très spectaculaire comme score, évidemment, face à Marine Le Pen. Et puis la deuxième chose, Emmanuel Macron s'est mis en tête qu'il avait été élu pour son programme. Or, en fait, beaucoup de gens ont voté Emmanuel Macron par défaut. C'est le candidat qui a le plus eu de suffrages comme motivation de vote par défaut, le plus pour éliminer un autre candidat. Donc on sait très bien que dès le départ, il y avait une fragilité et qu'en plus, sociologiquement, quand on fait les études, comme le fait le Centre d'études de la vie politique française, le CEVIPOF à Sciences Po, sur les valeurs des Français, les valeurs économiques et sociales, le créneau que représente social-libéral, comme le dit Emmanuel Macron,
ne représente qu'une petite infinité d'électorats, peut-être 10% maximum. Donc, beaucoup de gens n'ont pas voté pour un programme très libéral, comme il l'a mis en place depuis qu'il est arrivé. Arnaud Mercier, grosso modo, La République En Marche s'est construite sur un mirage, et ce qui explique peut-être la difficulté du gouvernement à construire un dialogue avec ce mouvement ? Oui, en partie, c'est vrai. Enfin, sur le mirage du fait qu'il croyait que c'était un vote d'adhésion et que c'était un vote d'adhésion massif à un programme qui est un programme de changement structurel, on comprend bien, mais structurel à tendance libérale, de façon à libérer les énergies, diminuer le chômage, etc. Or, pour l'instant, depuis 18 mois, il n'y a pas de résultat tangible sur le chômage, alors qu'il y a des effets visibles sur, effectivement, l'amélioration, par exemple, une mesure qui a beaucoup choqué beaucoup de gilets jaunes, c'est la réforme de l'ISF, qui fait qu'on a l'impression qu'on sert les riches avant de servir les petites gens. Donc, évidemment, il y a un gros problème d'incommunication, parce que beaucoup de gens considèrent que cette politique est injuste et qu'elle ne sert pas les intérêts des plus, disons, des moins favorisés. Et de l'autre côté, il y a aussi peut-être un malentendu de la part des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron. Ils n'avaient pas voté pour un tel programme, ils n'avaient pas compris ce qui les attendait. Alors, ça, vous savez, c'est un paradoxe que j'ai souligné, moi, personnellement, en tant que commentateur de la vie politique dès la campagne. Beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron, pendant la période, on va dire, décembre, janvier, ont accusé Emmanuel Macron de ne pas avoir de programme, parce qu'il ne l'avait pas encore publié, même s'il donnait déjà un certain nombre d'indications. Et puis, une fois qu'il a publié son programme, certains ont continué à répéter comme une espèce de grand perroquet le même argument, qui était un argument complètement faux. Et moi, je disais à l'époque, mais c'est de la folie de dire ça. Au contraire, il a un programme, mais regardez son programme. La réforme qu'il veut faire des retraites est une réforme explosive. Et ça, c'est la prochaine étape. Et d'ailleurs, je pense qu'un mouvement comme les Gilets jaunes va entraver profondément sa capacité à mettre en œuvre cette réforme des retraites par points, qui va poser d'énormes remises en question, notamment chez les fonctionnaires par exemple, des situations actuelles acquises. Donc effectivement, beaucoup ont cru qu'il n'avait pas de programme, beaucoup ont voulu croire que alors qu'en fait, en vérité, il avait un programme très structuré. Arnaud Mercier, quelle partition peut jouer le chef de l'État maintenant pour sortir de cette impasse ? Eh bien, c'est de céder. C'est de commencer par céder sur la posture qui consiste à dire qu'il ne cédera pas. C'est-à-dire que je crois que, en l'occurrence, Emmanuel Macron est son pire ennemi, bien plus que les Gilets jaunes, parce que il faut toujours se rappeler que Emmanuel Macron a été un des proches conseillers de François Hollande et qu'il a une lecture, j'allais dire, quasiment traumatique de cette expérience, au sens où il considère qu'il a vu François Hollande se déliter progressivement à force de reculades sur un certain nombre de dossiers. Donc Emmanuel Macron s'est forgé une conviction profonde, une conviction intime qu'il ne sera un bon président de la République, susceptible d'être réélu, que s'il montre une position de fermeté qui fait qu'il ne reculera jamais. Et on voit dans quelle difficulté ça l'a mis, puisque s'il avait cédé sur ce que va annoncer le Premier ministre, très probablement un gel des taxes, s'il avait cédé il y a 15 jours, on n'en serait pas là. Et là, ne pas avoir cédé tout de suite, ou dans une posture de ça a provoqué le fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, le diable est sorti de sa boîte et que maintenant, les revendications vont dans tous les sens, y compris dans leur incohérence, puisque certains veulent une baisse des taxes et des impôts, pendant que d'autres veulent une augmentation des services publics. Arnaud Mercier, les corps intermédiaires, les syndicats, les partis, est-ce qu'ils ont encore un rôle à jouer dans cette affaire ? Écoutez, manifestement pas, parce que c'est un vrai problème. Je crois que cette crise des Gilets jaunes nous dit beaucoup d'une crise de défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, tout confondu. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron paye pour tout le monde, mais il paye comme les autres, un peu plus, puisqu'évidemment il est au pouvoir, mais on voit très très bien que tout un tas de Gilets jaunes n'acceptent pas l'idée qu'ils puissent être, comme ils disent, récupérés par un syndicat ou un parti politique, et que donc il y a une crise très très profonde de la médiation politique et sociale dans ce pays, et ce mouvement des Gilets jaunes le dit aussi. Elle ne dit pas seulement la situation de misère ou de peur de tomber dans la précarité d'une partie des Français, elle dit aussi l'ampleur, mais ça on le savait déjà, de la défiance profonde des Français vis-à-vis des corps intermédiaires politiques et sociaux.
Merci beaucoup Arnaud Mercier d'avoir été le grand invité de la matinale à RCF. Je renvoie les auditeurs à votre article publié hier sur The Conversation dans lequel vous analysez les raisons de l'incommunication entre le président de la République et les Gilets jaunes. Merci à vous et belle journée.